Le Nintendo Direct du 18 juin 2024 nous a réservé quelques surprises. Et dans cette vidéo, je vais vous analyser en détail les trailers qui en ont fait sourire plus d'un. On commence par Metroid Prime 4, c'est parti. Le trailer commence avec l'atterrissage du vaisseau de Samus. Une fois sorti, on peut déjà apercevoir que c'est la guerre. On semble se trouver au centre de recherche de la Fédération Galactique. Pour ceux qui ne connaissent pas bien les licences, la Fédération Galactique est chargée de maintenir la paix dans le monde, mais des pirates tentent de les en empêcher. Le jeu semble donc succéder chronologiquement au jeu Metroid précédent. Les graphismes ressemblent à ceux qu'on a vu précédemment sur Switch avec le remake HD de Metroid Prime. On peut apercevoir des sortes de monstres essayant de détruire la base avec leurs lasers jaunes. La base se défend avec des tourelles qui tirent des lasers bleus. On peut d'ailleurs apercevoir un vaisseau de la Fédération juste au-dessus. En scannant ces monstres, on peut se rendre compte qu'il s'agit d'aliens, programmés par ces fameux pirates. Parlons maintenant du gameplay et des compétences que maîtrise déjà Samus. Il a son tir lambda, mais aussi les missiles, qui sont au nombre de 30. Il n'a qu'une barre de vie de 99 et a la possibilité d'être en boule morphine. Précisons aussi qu'il a 3 bombes morphine, qui permettent en partie de sauter plus haut. L'interface maintenant. On peut voir en haut à gauche, en vert, nos alliés, et en rouge, nos ennemis. Le point orange nous montre là où on vise actuellement. La map de droite nous indique, comme dans tous les Metroid, l'endroit où se trouvent les portes que l'on peut emprunter. Tout le trailer se déroule sur la même map, mais à la fin de ce dernier, on peut apercevoir une toute autre atmosphère. Une atmosphère assez naturelle, avec de gigantesques arbres, et on aperçoit une porte un peu chelou, comme s'il s'agissait de la première porte du jeu, avec Samus qui n'a pas l'air de savoir où il est. Il m'est alors venu une théorie. Ce qu'on voit au début du trailer, c'est le début du jeu, de par le stuff qu'on a. On rencontre ici quelqu'un, je pense qu'il s'agit de Silux, un chasseur de primes qui était apparu dans Metroid Prime Hunters. À la fin de Metroid Prime 3, on voit d'ailleurs le vaisseau de Silux poursuivre Samus. Vu qu'il s'agit du début du jeu, et étant beaucoup trop fort, il nous tue et on se retrouve alors transporté par des membres de la Fédération dans la planète que l'on voit à la fin du trailer. On peut apercevoir ces membres sur cette image. Ils sont en train de protéger une sorte de prototype ou de statue. D'ailleurs, une petite réserve d'énergie nous attend ici si jamais. On se réveille ensuite et on explore donc ce monde gigantesque dans le but de pouvoir sauver la Fédération, un peu à la manière de Zelda Breath of the Wild. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. On n'oublie pas de s'abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager à vos copains-copines. Sur ce, après avoir exploré les détails de ce jeu sortant en 2025 sur la Nintendo Switch, vu que c'est écrit, mais peut-être aussi sur la nouvelle console de Nintendo, passons maintenant à Super Mario Party Jamboree. Le jeu prend place sur un archipel. Voyons les différents éléments qui le composent. On y retrouve les différents plateaux annoncés dans le trailer. On retrouve l'île Goomba, la galerie arc-en-ciel, le circuit déjanté et la forêt Wiggler. Le donjon du roi devrait se trouver à l'intérieur de la montagne, le plateau western ici et le château arc-en-ciel là-bas. Mais vous l'avez remarqué, il semble en cours de construction. Il serait donc débloquable au fur et à mesure du jeu. Explorons chacun d'entre eux. On commence avec les galeries arc-en-ciel, dont la particularité réside dans le nombre de boutiques. On aperçoit une boutique Koopa qui ne vendra pas d'objets car il n'y a pas le logo Champi. Peut-être que la boutique proposera des codes promo pour rester dans le thème du centre commercial. La boutique Kamek cette fois-ci nous permet d'acheter des objets, mais dans Super Mario Party, on était obligé de les acheter, donc ça sera le cas ici aussi je pense. Côté cases, on retrouve les cases présentes dans Mario Party Superstars, et une nouvelle case rouge avec un logo qui correspondrait à l'inverse de la case chance. On remarque un masque-casse qui pourrait servir à inverser le sens des escalators. Pour passer d'un étage à un autre, on peut donc utiliser l'escalator, mais on aperçoit un ascenseur pour passer de l'étage 1 à 3. On voit une boutique tenue par l'ami, avec comme logo la clochette boue, qui permettrait logiquement de voler des pièces ou des étoiles. Lorsqu'il y a les soldes, on peut obtenir des étoiles à moitié prix. Vu qu'il y a Toadette dans la game, c'est des mascasses qui les vendent. On remarque également des endroits qui nous feraient gagner des pièces. Mais on remarque surtout un nouveau personnage, Nenji, qui sera, selon moi, un personnage débloquable plus tard, puisqu'on ne l'aperçoit pas dans le plan montré au début du trailer, dans lequel on voit les 20 personnages jouables. Au niveau des objets, on remarque que chaque joueur peut en posséder au maximum 3, et que Ninji possède un dé sur mesure, et Toadette possède un bloc avec un point d'exclamation. Sur le plateau circuit déjanté, on jouera avec des cartes, et on pourra notamment avancer de 40 cases. Mais comme on le voit ici, on aura un système de batterie, il faudra recharger notre voiture. On peut remarquer un bout pour seulement voler des pièces et des étoiles, et des cases entourées qui pourraient recharger le véhicule. Bowser Jr. possède un des triples, et Waluigi un nouvel item. Je pense qu'on peut le placer sur une case bleue pour faire perdre des pièces, voire des étoiles, à un adversaire, qui irait sûrement dans notre poche. Sur l'île Goomba,
On remarque des boutiques et un événement où il faudra choisir le meilleur coffre possible. Les marées changent les chemins et je n'ai aucune idée de ce que pourrait signifier l'éruption du volcan. Concernant les autres nouveaux plateaux, on a eu trop peu d'informations. Et pour les plateaux des anciens Mario Party, je préfère ne pas me faire spoil. Continuons à observer l'archipel. Observons ces deux bâtiments. Le bâtiment de droite a une forme de marmite. On y retrouve des enceintes. Pour mieux comprendre à quoi il sert, observons ce mini-jeu. Il s'agit du retour des jeux de rythme de Super Mario Party, mais cette fois-ci sur le thème de la cuisine. Ce bâtiment sera donc, je pense, l'équivalent de la scène rythmique de Super Mario Party. Le bâtiment de gauche porte un rouage, ce qui fait qu'il servira sans doute aux paramètres. Regardez ensuite cette ville, avec ce canon, où se déroulera le Koopatlon, un mode de jeu en ligne accueillant jusqu'à 20 joueurs. À chaque fois que tu gagnes une pièce, tu avances d'une case. Et l'objectif est d'atteindre la ligne d'arrivée pour gagner. Enfin ça, c'est ce que je vous aurais dit si je n'avais pas vu cette scène. Pour moi, il n'y a pas de doute. Il s'agit de la finale du Koopatlon, où il reste seulement les 6 meilleurs joueurs. On retrouve le canon que je vous avais montré auparavant. Le but est sans doute de mettre le plus de dégâts possible à Bowser en ramassant des bombes disponibles sur le sol. En parlant de Bowser, je pense qu'il sera jouable sur tous les modes de jeu. Le Bowser énorme que l'on voit sur toutes les scènes est entouré de violets, parce qu'en réalité, il s'agit selon moi d'un monstre créé par Kamek. Au début du jeu, je pense que Bowser veut montrer à Mario qu'il est le plus fort. Il fait appel à Kamek, mais au lieu de le rendre plus fort, Kamek crée un monstre gigantesque qui sera donc le principal antagoniste du jeu. Mais maintenant, intéressons-nous à ces îles, qui ressemblent à celles présentes dans ce nouveau mode de jeu. Pour mieux le comprendre, analysons ce mini-jeu. Il s'agit d'un jeu coopératif. Dans Super Mario Party, les mini-jeux en coopération étaient utilisés dans le mode excursion rafting, pour gagner du temps. Et comme par hasard, on voit des lettres en haut à droite qui font référence, dans Super Mario Party, au temps supplémentaire qu'on aura. Mais qu'est-ce qui remplacerait l'excursion rafting ici? Il s'agit de ce mode. On y voit Luigi et Mario, en train de transporter Peach au sommet de cette île. Pour finir, analysons l'artwork de ce jeu. On y retrouve Bowser, Toad et Goomba faire des pancakes, avec au-dessus des notes de musique, ce qui fait référence au mode des mini-jeux de rythme. On aperçoit Luigi avec des ailes, qui se trouve dans le mode des mini-jeux collaboratifs. Un petit Kamek volant, qui dans Super Mario Party, téléporte des persos à des endroits précis. De plus, Peach poursuit Luigi avec un marteau, ce qui peut être soit un objet de plateau, soit un mini-jeu. Enfin, on voit que Peach possède un nouvel item, et je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Il est maintenant l'heure d'analyser le trailer de The Legend of Zelda Echoes of the Wisdom. Le trailer s'ouvre sur une séquence où le joueur semble contrôler Link pour libérer Zelda. Après un combat contre sans doute Ganon, Link se retrouve prisonnier, et le joueur va se mettre à contrôler la princesse Zelda. Sur ce plan-là, plusieurs choses sont à dire. Regardez tout d'abord la map. Pour les fins connaisseurs, elle rappelle une autre map, celle de Link to the Past. Observez les similitudes à l'écran. Sachez que la map sera fortement modifiée bien évidemment. On remarque là déjà l'imprésence d'un volcan, qui n'est pas dans Link to the Past. Le jeu se déroulerait donc après ce jeu-là, mais revenons au scénario du jeu. Des gardes apparaissent, mais pourquoi? Tout simplement pour arrêter la princesse Zelda et la mettre en prison. Mais pourquoi cela? Plusieurs éléments me le font dire. Déjà, elle est en prison, une bonne raison, mais surtout, on voit que la princesse Zelda essaye d'éviter les gardes en portant notamment la capuche bleue de Link. Une autre scène à la fin du trailer me le fait dire également, mais on en reparlera plus tard. À travers les différents plans, on voit les failles apparaître dans la citadelle d'Hyrule ou encore dans le domaine Zora. On remarque d'ailleurs une boutique. Mais revenons-en à la princesse. En prison, elle fait la rencontre de Tri. Ça semble faire référence à la Triforce ou même au triangle. D'ailleurs, sa queue est constituée de triangles. Grâce au sceptre de Tri, Zelda peut reproduire n'importe quel objet touché. Ici une table, mais il est possible de reproduire énormément d'items. Et regardez bien ce qu'il se passe lorsqu'on crée des échos. La fée perd des triangles. En fait, tu peux pas mettre 150 tabourets à la fois. C'est un peu un système de batterie. Mais regardez, au début, Tri avait 3 triangles. Et maintenant, elle en a 4, ce qui fait qu'on pourra améliorer la quantité de reproduction possible. Regardez la map. On remarque un symbole qui représente ce rocher bizarroïde. Celui-ci est allumé, mais dans le plan du début, un autre était éteint. On peut en déduire qu'il s'agira des points de téléportation dans ce jeu. Regardez ce lieu, on semble se trouver dans les failles créées par Ganon. Mais est-ce qu'on serait à la fin du jeu comme j'ai pu l'entendre? Pas du tout. Zelda a 3 cœurs, donc c'est déjà peu probable. Mais surtout, elle découvre les cubes d'eau comme en témoigne l'animation. Donc c'est au début du jeu. L'objectif sera selon moi de libérer Hyrule du mal, et pour cela, il faudra rentrer dans toutes les failles, les visiter et les enlever du royaume.
Lors de cette scène, on observe le menu des items que l'on peut reproduire. Par ailleurs, Zelda semble se trouver dans une grotte un peu comme Link's Awakening. On se retrouve ensuite dans le désert. On aperçoit par ailleurs une membre de la cité Gerudo. Ensuite, on peut voir Zelda se battre avec un caillou. On voit où elle se localise avec la minimap. Zelda peut créer des échos de monstres. Les monstres coûtent 2 triangles, contrairement aux autres items. On voit que la valeur de chaque objet dépend de sa rareté. Elle peut aussi reproduire une toupie pour tuer des monstres. Des poissons globes, ou encore de la viande pour prendre par surprise des ennemis avec une sorte de plante piranha. On est d'ailleurs ici près du volcan. On remarque d'ailleurs que Zelda a une barre d'endurance dans l'eau, ce qui me fait prédire qu'il y aurait des palmes pour améliorer cette barre d'endurance. Lorsque l'on voit Zelda se faire poursuivre par les failles, on peut également remarquer que Trill possède 3 triangles. Ce sera donc le début du jeu. Par la suite, on voit Zelda construire une sorte de canon. Il y a quand même une grande variété de gameplay. Parlons maintenant de cet atelier. Le VR nous fait penser à Pharas de Tears of the Kingdom et Breath of the Wild. Je pense que l'atelier où il se trouve servira à l'amélioration des items. Zelda se fait ensuite protéger par une Sheikah, comme en témoigne le symbole dans son dos. Il est probable que ce soit Impa. De plus, Tri ne possède que 3 triangles. On voit ensuite 2 races de Zora se faire face, les Zora des mers et les Zora des rivières, ce qui est très rare dans l'histoire de la licence. Les Zora des rivières sont souvent en désaccord avec ceux des mers, et ça semble encore être le cas ici. Je pense que Zelda va les réconcilier, et grâce à eux, on aura accès à une autre zone du jeu. On voit également des marchands. Les Mojo font enfin leur retour dans les jeux Zelda. Ensuite, on voit Zelda parler à l'arbre Mojo, qui semble, comme dans BOTW, être entouré des bois perdus. Là encore, les bois perdus et l'arbre Mojo n'apparaissent pas dans A Link to the Past. Zelda se retrouve de plus dans une phase aquatique en 2D, et on peut remarquer en arrière-plan ce qui semble être un boss. Enfin, cette scène est assez intéressante. Tri a 3 triangles, et un monstre de pierre semble sortir. Il s'agirait donc sans doute du premier temple du jeu, mais on remarque que ce temple ressemble étrangement à l'endroit où se trouve Link au début du trailer. Je pense donc qu'il est possible que ce premier temple soit le château de Ganon. Lorsqu'Eiji Aonuma nous montre les différents échos possibles, on observe que les Lizalfos feront eux aussi leur apparition. Enfin, on peut apercevoir à la fin du trailer que Zelda crée un écho d'une momie, qui coûte cher pour le coup. Elle peut étourdir tous les ennemis se situant autour. Terminons-en avec le poster final. On remarque la présence de fragments de cœur, nous confirmant qu'on pourra augmenter notre vie. La présence des Octos, mais aussi la présence de Link, qui semble être contrôlé par Ganon. Et forcément, est née la théorie du combat de Link possédé face à Zelda, ce qui serait un petit banger. Voilà pour l'analyse des plus gros trailers du Nintendo Direct du 18 juin 2024. J'espère que ça vous aura plu. On n'hésite pas à s'abonner, à commenter, à liker, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.